Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Chapitre 23. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. « C'est bon, » a dit l'huissier au directeur. « Je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. » En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais pas à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seul dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi. Un homme d'environ 55 ans, de taille moyenne, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande » a-t-il répondu. « Un frioche. » Un frioche ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cette question a redoublé sa gaieté. Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ha ! Il paraît que tu comprends maintenant. En effet, j'étais pâle et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes, pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue, en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlot. Puis j'ai fait des connaissances. À 17 ans, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien. Des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu, et moi qui avais de beaux cheveux châtains. N'importe. J'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassés dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. C'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. Et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient derrière le passeport. Il était jaune, et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait à tapiquer. La belle recommandation, un galérien. Je faisais peur et les petits-enfants se sauvaient et on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs et puis il fallut vivre. Je montrais mes bras bons au travail, on ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire ? Un jour, j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger, j'empoignais un pain, et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain, et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec les bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, et j'avais un clou. Je m'évadai. On tira le canon d'alerte, car nous autres,
Nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre à la au moineau. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrais des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur coffre me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptais et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœuf à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse, pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonnés. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Après avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve, moi je me retire à l'abbaye de Montaregret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. « L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le sinve devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir, si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein ? Dis, veux-tu, d'amitié ?» Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. « Monsieur, » lui ai-je répondu en le repoussant, « je vous remercie. » Nouveau éclat de rire à ma réponse. « Ah, monsieur, vous savez être un marquis, c'est un marquis !» Je l'ai interrompu. « Mon ami, j'ai besoin de me recueillir. Laissez-moi. » La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte, « Je comprends, » a-t-il murmuré entre ses dents. « Au fait, le sanglier !» Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez, » m'a-t-il dit presque timidement, « vous êtes un marquis, c'est fort bien, mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la-moi, je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur, mettez ceci. Il pleut et vous serez mouillé. Et puis il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée et poussait à chaque instant des cris de joie. « Les poches sont toutes neuves. Le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur, du tabac pour mes 6 semaines. » La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes : « Ah ça, ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place. Diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » Chapitre 24. Ce vieux scélérat. Il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Chapitre 25. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte, cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semblait dire : « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin.
Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas ? Chapitre 26. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres, une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Chapitre 27. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour éveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe.